Salut à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Louis-Grégoire Logre de la société Agama, qui est l'homme qui m'a sorti un peu d'une mauvaise passe avant même qu'OVNI existe vraiment et qui m'a permis d'obtenir l'agrément AMF. Salut Arnaud, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait un moment qu'on en parle et je suis ravi d'être là. Ouais, et puis en plus, tu es là, on est le jeudi 6 mars. Dans un contexte qui est un peu particulier et que je t'avoue, j'avais pas du tout vu venir il y a 2 ans et demi. Et j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit cadeau parce que c'est le jour de la sortie d'un bouquin de Marie Houtier qui s'appelle Exit et qui a revendu sa société à Twitter. Et toi aussi, finalement, aujourd'hui, tu es un exiteur parce que vous avez annoncé il y a quelques semaines, je crois début février, la session d'Agama à IQ, qui est un grand groupe, une belle PME tech sous LBO, c'est ça? Comment ça se définit d'ailleurs cet ensemble-là? Alors, effectivement, on a signé le 31 janvier à minuit 02 Okay. la session du groupe Agama, mais au groupe IQ, qui est un groupe mondial présent dans 26 pays, et en fait qui est un groupe de services financiers. Ce qui est intéressant, et puis on reviendra après sur ce qu'on a fait, mais nous, on se présentait souvent comme un one-stop shop réglementaire, hein, effectivement, avec mon passé AMF et le passé, effectivement, de mon associé sur l'audit interne et la compliance, et puis toutes nos équipes. Effectivement, le groupe IQ est un groupe de services financiers, donc on vient élargir la palette de services qu'on va pouvoir proposer en France. Ils vont surtout élargir, parce que c'est eux qui ont pris 100% de notre capital, mais on reste aux commandes, on a réinvesti aussi 30% avec mes associés et puis tous les associés minoritaires, nos équipes. On a 95% des gens ont réinvesti dans le groupe, donc on va pouvoir promouvoir la compliance en Europe continentale, puisque nous on fait de la compliance, ils font de la compliance au UK, aux États-Unis, en Asie, donc on va être la fer de lance de l'Europe. Donc moi, si j'essaye de remettre le bon calendrier, je t'ai appelé en août 2021. On a dit qu'on racontait tout, hein, qu'on était transparent et que c'était vraiment un build-in public, l'ADN d'OVNI. Je t'appelle et je te dis Louis Grégoire, j'ai pris un prestataire pour m'aider parce que c'est un peu compliqué quand même d'avoir son agrément AMF, il y a une 15aine de sections, faut prendre rendez-vous et quand tu l'as jamais fait, bon c'est quand même un chemin. Et donc j'ai sélectionné un prestataire qui était pas bon, qui a déposé le dossier sans mon accord, enfin bref, je veux repartir à zéro et t'arrives un peu en mode pompier. J'ai déjà perdu quelques mois qui coûtent cher parce que t'es au tout début de ton aventure entrepreneuriale. Et donc, avec ton associé, vous faites un check rapide. Vous me dites, bon, bah voilà, écoute Arnaud, pour obtenir l'agrément AMF, ça prendra 3 à 6 mois. Il faut remplir ça, comme ça, etc. Ça, c'est une toute petite partie finalement des activités d'Agama et encore plus dans cet ensemble fusionné. Mais avant de rentrer dans ce niveau de détail, toi qui as passé 8 ans à l'AMF de 2002 à 2010, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Comment tu te réveilles un matin et tu te dis, en fait, je vais devenir entrepreneur dans le secteur de la compliance? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton point de bascule? Écoutez, moi, j'ai connu, alors moi je suis bordelais, je suis né à Bordeaux et je suis né dans une famille où on parlait souvent mon papa était médecin, ma maman bossait à la Banque de France et on parlait beaucoup de bourse, de finance et donc j'ai tout de suite accroché. Donc moi j'ai fait une école de commerce et je suis tout de suite orienté sur la finance de marché. Et il se trouve que j'ai fait une belle rencontre à un moment donné, pendant mon école de commerce. Hein, c'est là-bas que j'ai rencontré mon épouse. Et en fait, un copain de mon beau-père me dit « Louis, je bosse à la COB, on cherche des stagiaires. Et est-ce que ça te dirait ?» Donc la COB, la Commission des opérations de bourse. Et donc, il me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire un stage ?» Et donc, j'envoie mon CV, il me reçoit et je suis pris en stage en janvier 2022. Donc, j'arrive bébé stagiaire à 21 ans à la Commission des opérations de bourse. En février, on me dit « Louis, tu veux faire quoi après ? Est-ce que tu as envie de rester? Ça t'intéresse? » Je dis oui, pourquoi pas. Et en fait, j'ai été recruté immédiatement à l'issue de mon stage. Donc, 1er juillet 2022, je suis ce qu'on appelait un chargé de portefeuille, chargé de dossier à l'AMF, avec principalement comme métier le suivi des fonds d'investissement. Je sais pas si tu le sais évidemment, mais l'AMF a un rôle important de protection de l'épargnant, mais dans ses rôles, elle a l'agrément et l'autorisation préalable de toute nouvelle société de gestion. Dès lors que je gère de l'argent pour le compte de tiers, j'ai une obligation réglementaire. Et l'évolution du programme d'activité, c'est-à-dire qu'une fois que tu as obtenu ton agrément, si tu veux, typiquement nous, on a fait rentrer Mathieu Stéphanie,
Donc à ce moment-là, tu fais une mise à jour et quand tu as des franchissements de seuil, il faut les expliquer, etc. Donc en fait, la vie de la société de gestion est monitorée finalement, contrôlée, régulée par l'autorité des marchés financiers. C'est ce job-là que tu faisais? Oui. Et en fait, j'aidais à analyser les dossiers d'agrément des produits dans un premier temps, puis des sociétés de gestion. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, effectivement, d'être dans une période très dynamique en termes de création de sociétés de gestion. Et donc, j'ai été très vite nommé middle manager, comme on appelle à l'AMF. Alors, je suis ni énarque, ni polytechnicien, donc c'était plus compliqué pour monter après dans les tours, mais j'étais responsable de l'équipe société de gestion et prestataire de services d'investissement. Donc, tous les dossiers d'agrément. Donc, il y a la partie préalable, mais il y a la partie ongoing. Effectivement, et on le voit, et quand tu as des sujets sur revenir, on discute ensemble, on va discuter avec l'AMF, ils sont assez accueillants, ils favorisent le business, ils donnent pas des conseils forcément, mais ils sont plutôt proactifs et je dirais d'un accompagnement, dès lors qu'on reste du bon côté de la ligne jaune, ça permet d'avancer. Et c'est vrai qu'il y a un suivi régulier des acteurs des sociétés de gestion sur toute la vie, que ce soit les gérants financiers, la valorisation, les risques, la compliance, l'actionnariat évidemment. Donc ils ont un certain nombre de critères sur lesquels on est obligé de se rapprocher d'eux et c'est ce qu'on faisait et ce que je faisais dans les équipes quand j'étais à l'AMF. Moi, si je suis très franc, je trouve qu'il y a une dissonance entre l'image qui est véhiculée par les acteurs du marché de l'AMF et ce que moi j'ai découvert. C'est-à-dire que moi j'ai découvert des gens simples qui répondent à mes questions, qui ont effectivement leur processus, leur schéma de contraintes, et nous on a les nôtres. Et enfin, écoute, moi je touche du bois, mais depuis que nous avons obtenu en mai 2022 notre agrément, tout se passe bien. Juste, t'es quelqu'un qui aime prendre des paris quand même. Oui, un peu. Parce que j'étais pas un dossier forcément gagné. Quand on se rend compte, je suis tout seul avec une de mes anciennes étudiantes de Sciences Po, avec quelqu'un qui me fait un peu le back, le middle office. Enfin, je suis loin d'avoir la société de gestion telle qu'elle est aujourd'hui avec Mathieu Stéphanie, Augustin et autres. À ce moment-là, je te présente un business plan, mais même moi, j'y crois pas forcément trop, où je te dis, bon, je pense que je peux faire entre 25 et 35 millions, mais en réalité, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a closé notre fonds au hard cap de 50 millions. Qu'est-ce qui fait à l'époque que parmi tous les clients potentiels que vous avez, et je sais que vous êtes sélectif, que vous acceptez, vous refusez des dossiers, tu dis bon bah allez, OVNI Capital, j'aime bien, j'y vais. C'est quoi le déclencheur chez toi? Je pense que moi, j'aime pas parler de mes clients, je parle d'un côté partenariat. Et qu'on a une bonne discussion, tu as été très honnête, très franc sur la situation dans laquelle tu étais au moment de notre échange et de nos rencontres. Et j'ai cru à la thèse, le côté assez tech, très early stage, la volonté d'accompagner le développement, tout le côté réseaux sociaux que tu voulais déjà développer. C'est vrai, ouais. Ton passé de DJ dont on avait parlé, etc. Ça m'avait ça m'avait beaucoup plu. On a bien rigolé. Et en fait, on a regardé ton dossier et je me rappelle la première chose qu'on a fait, on dit, écoute, Arnaud, on retourne voir l'AMF tout de suite. On vous prend la main, on représente le dossier, on dit, écoutez, il y a eu des erreurs. Il y a un dossier qui n'était pas le dossier qu'on aurait voulu déposer, qu'on aurait voulu valider. Et on redéfinit ensemble. On repart à zéro, ouais. On redéfinit, mais les 3-4 piliers qui sont incontournables pour le régulateur, sans quoi tu passeras jamais. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas du tout habitués à ce genre d'épisode, ici on reçoit des entrepreneurs, des souscripteurs des fonds, les boîtes confidence. C'est quoi ces 4 piliers justement? Alors les 4 piliers, c'est que l'AMF, dans son analyse des dossiers, impose que toute société de gestion, et c'est le cas d'OVNI, d'avoir 3 temps plein minimum. Rappelle-toi nos discussions en disant... les stagiaires. On les avait, alors c'était pas des stagiaires, c'était des CDI, mais on était un peu juste. Ouais. C'était un peu juste, et dit attention, on va être obligé de démontrer. Et je me rappelle, je t'avais dit, écoute Arnaud, on peut aller chercher un agrément sous condition de recruter un poste en plus, et ce qu'on avait fait. Et l'arrivée après d'Augustin et tout. Le deuxième gros pilier, après les moyens humains, c'était le business plan. Et on a un tout sujet, il y a un gros sujet prudentiel pour le régulateur, c'est de vérifier que toute société de gestion a en permanence le quart de ses frais généraux en fonds propres. Ça veut dire quoi? Si j'ai un pépin, je paye mes salariés, mes prestataires, mes locaux, etc. pendant 3 mois, le temps de fermer ou de trouver une solution de manière intelligente. Là-dessus, il y a quand même un sujet dans le sens où on vient de traverser quand même 3 ans de conditions de marché, enfin même 5 ans de conditions de marché assez incroyables, irrationnelles. On est au lendemain du discours d'Emmanuel Macron avec Donald Trump qui abandonne... Moi j'ai créé OVNI Capital le 22 février 2022. Je crois quelques jours après, il y a la guerre en Ukraine qui éclate. Je regarde les infos en boucle pendant une semaine. Je me dis, ça va être compliqué.
Et je me souviens, 6 mois après, on fait le podcast ici même avec Mathieu Stéphanie qui me dit « Mais t'es un grand malade de le lever dans une période de merde. » Et donc, le prisme du régulateur, c'est qu'il y a un BP, mais bon, il sait bien que la plupart des entrepreneurs, les BP, ils les réalisent pas, quoi. Alors, il y a des statistiques, pas forcément officielles, mais dans 2 tiers des cas, le BP de la 3e année, de la première année, n'est pas atteint en 3e année. Donc, il y a une vraie challenge. Donc, ça veut dire que nous, on est bon dans les statistiques. C'est bon, ça. Les statistiques sont bonnes. Et il est vrai que le régulateur a affiné son approche. Et désormais, et tu l'as vécu, et tu m'as dit que ça coûte de l'argent de monter un dossier, et le temps de se connecter avec un dépositaire, avec tous les prestataires de ton fonds, du fonds OVNI. C'est vrai que l'AMF maintenant demande que la première année, on ait un crash test sur la trésorerie. Okay. Et en gros, l'AMF te dit pendant 4 mois après ton agrément, il se passera rien, tu n'auras pas de revenus. Donc, tu veux dépenser 500 000 euros de frais avec tes équipes, tes bureaux. Il faut rajouter 150 pour passer ces 3 mois-là. L'AMF considère 4 mois. 4 mois. À 47 000 euros, tu pars à moins 150 000 euros, et donc effectivement, il faut compléter pour être toujours au-dessus du niveau de la mer. Donc ça travaille. Le dernier seuil, c'est les sujets de conflit d'intérêts, on en a beaucoup parlé, par rapport, surtout dans votre modèle, avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des activités, qui ont eux-mêmes des participations. Évidemment, il est hors de question que le fonds OVNI achète des actifs à ces entrepreneurs sans avoir des garde-fous comme une évaluation indépendante des éléments. C'est-à-dire que c'est dans un monde régulé, on est obligé de faire attention à qui j'achète, à qui je vends, et notamment les bonnes règles sur la valorisation. Donc là, on arrive au 3e pilier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et le 4e, du coup ? 4e, après, c'est tous les sujets qui sont périphériques, c'est ta cible de clientèle, les modes de distribution, pour voir comment tu vas fonctionner. Plus on va vers le retail, à moins de 100 000 euros de ticket d'entrée. Alors, il y a des dérogations à 30 000 euros, évidemment, on en a déjà parlé ensemble. Mais c'est vrai que plus tu es dans cette cible au-dessus... L'AMF est vigilante et évidemment, on ne s'adresse pas au grand public. Oui. Nous, le ticket d'entrée donc, est 100 000 euros qui sont appelés sur 5 ans. Et c'est une catégorie qui est appelée les investisseurs... professionnels ou assimilés professionnels. Voilà, c'est vraiment, mais qui reste un non professionnel, mais c'est vrai que c'est des langages un peu parfois barbares, mais on essaie de décrypter ça. Et tu me disais comment devenir entrepreneur. Alors moi, je quitte l'AMF en 2010, je suis recruté par un cabinet de conseil. Puis au bout de 2 ans, je fais un tiers du chiffre d'affaires. Et je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Je passe associé quand ? Et il dit, mais tu vas être associé. Je dis, mais quand ? Combien ? Et puis finalement, poker menteur, et ça se passe pas. Et puis je démissionne à ce moment-là, après avoir rencontré mon associé actuel principal à Paris et avec un autre associé à Luxembourg. On crée Agama en début 2013. Donc ça fait maintenant 12 ans qu'on a créé Agama et on l'a vendu après 12 ans. Après 12 ans d'activité, on est parti d'une petite équipe sous les toits rue de la Paix. On est souvent resté rue de la Paix et on va déménager de rue de la Paix bientôt. On était 3-4 avec un petit bureau. Aujourd'hui, le groupe, c'est 4 sociétés opérationnelles, c'est 60 personnes. Génial. Écoute, en tout cas, moi, j'ai tout de suite senti ce côté entrepreneur chez vous. Tu vas me décrire un peu les branches d'activité que vous avez. Mais très vite, moi, j'ai senti chez vous une approche tech, un peu data-driven, vous avez des outils en ligne, etc. Ça, c'est quoi ? C'est une vision que tu as toujours portée ? Ou tu t'es dit, il faut qu'on simplifie nos métiers, il faut qu'on les digitalise. Et donc, raconte-moi les branches d'activité et cette vision tech. Alors, les branches d'activité, c'est 4 sociétés opérationnelles. Le vaisseau amiral historique Agama Conseil, dans lequel on accompagne plus de 150 sociétés de gestion régulées. Donc 150 sociétés de gestion, c'est un quart du marché. Pas loin. Pour les gens qui n'ont pas l'info, il y a à peu près 600 sociétés de gestion en France. Un peu plus de 700 aujourd'hui. 700 aujourd'hui, Un peu plus de 700. Donc on n'est pas loin du quart du marché, effectivement. Donc on aide beaucoup à faire ce qu'on appelle le contrôle de second niveau ou le contrôle périodique, le 3e niveau, plus évidemment de l'assistance pour les plus grandes maisons de gestion qui sont régulées parce qu'elles ont des moyens en interne. Donc ça, c'est le gros des activités, c'est une 40aine de personnes. Agama Service, c'est la structure qu'on a dédiée à créer des sociétés de gestion, créer des prestataires de services, créer des plateformes de crowdfunding. On en parle beaucoup sur DFM Podcast, et là, on travaille sur les sujets MiCA pour les cryptoactifs. On fait aussi de la création de fonds, de la vie sociale et juridique de fonds, tout ce qui est vraiment des fonds plutôt retail, puisqu'il faut un agrément de l'AMF. On a une équipe risque, une équipe finance durable avec 2 personnes de grands talents qui nous font l'honneur de nous accompagner. On a Agama Advisors, qui est l'entité au Luxembourg, parce que nous, quand on a créé Agama, on avait beaucoup de clients qui avaient des fonds à Luxembourg, qui avaient des activités là-bas, et donc on a créé une entité avec Jean-Bernard, qui est notre associé là-bas, et qui est présent avec nous depuis l'historique, et qui pilote l'équipe de 7-8 personnes là-bas, et on fait tout ce qui est relation avec le régulateur luxembourgeois, surtout sur l'AML, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est un sujet clé au Luxembourg. Donc une équipe et une belle activité, une belle croissance au Luxembourg, c'est assez intéressant. Et comme tu disais, quand on a fait le choix d'avoir une équipe, on a construit un outil qui permettait de définir nos modèles de plan de contrôle, nos modèles de grille de contrôle, nos modèles de grille de test. Pour plus être que sur de l'Excel, du Word et machin, et digitaliser un peu, simplifier votre métier. Et puis pour assurer une homogénéité de traitement, c'était un outil pour nous, cabinet de conseil.
pour homogénéiser l'approche de nos équipes. D'accord. Et puis, j'appuie sur un bouton. Au lieu de passer une journée, une demi-journée à faire un PowerPoint, à faire la synthèse, en quelques secondes, on avait une synthèse qui était automatisée en allant chercher toutes les fiches qui ont été validées. Il se trouve qu'on a donné un accès à nos clients avec ce côté standardisation, outils avec une sécurité. Et des clients ont commencé à dire « Ah, mais c'est intéressant, vous le faites pas pour les compliance de la place ?» puisque tu sais qu'il y a une obligation d'avoir un compliance in situ en interne dès lors que tu dépasses. Alors, dans ton cas, ce serait au-delà du milliard. Je te le souhaite pour les prochains fonds. On va attendre quelques années. Ouais. Et donc, c'est un outil qui est un peu le service après-vente où on équipe maintenant en licence SaaS, sécurisé évidemment. On bosse avec effectivement des hébergeurs vraiment sécurisés sur du Secnum Cloud pour éviter tout risque. Et on voit bien que s'il y a des sujets de cybersécurité et d'attaque en ce moment, il y a des acteurs du marché qui ont été attaqués là depuis 2 jours. C'est un peu compliqué. Et on équipe plus de 70 sociétés de gestion, dont des grands noms du private equity ou de la gestion traditionnelle. Cette logique d'innovation, tu aurais pu l'avoir en interne à l'AMF ? Ah ben c'est pas le même métier de l'AMF. C'est-à-dire que l'AMF, on avait un rôle je dirais, on était plutôt dépendant du flux extérieur et des demandes des projets que l'on recevait et les acteurs qui étaient régulés que l'on suivait. L'AMF investit beaucoup, mais plutôt sur ces sujets de surveillance des marchés, de digitalisation du contrôle, d'analyse aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur des publicités pour lutter contre les arnaques, qui sont des gros sujets. Mais c'est vrai que côté régulation, asset management, c'était moins le cœur de métier. On voit que c'est un grand métier pour vous, acteurs, en tant que société de gestion et vous, partenaires distributeurs, parce que c'est clé dans la relation client, c'est clé de gagner du temps. Tu as eu le sens du timing quand même, parce que tu te lances en 2012. Et en fait, cette finance alternative, donc tout ce qui est private equity, dette privée, infra ou même le venture, c'est quand même une classe d'actifs qui a explosé ces dernières années. Tu l'avais anticipé ou finalement c'est juste que tu as pris la bonne vague ? Je pense que j'ai pris la bonne vague. Je sais pas si j'avais anticipé, mais on se rend compte que souvent, dès qu'il y a une crise, et on a connu, moi j'ai eu la chance, alors je sais pas si c'est la chance, mais j'ai vécu des choses à l'AMF comme la crise des subprimes, la chute de Lehman Brothers, Madoff. Et moi, en tant que patron de l'équipe, j'étais au cœur de tous les sujets. On voyait tous les éléments, les sujets de liquidité, les éléments. Et on sait que quand il y a une crise, le temps que l'Europe mette un texte et consulte avec le jeu de la validation entre le Parlement et la Commission européenne, il se passe 3-4 ans. Et donc, effectivement, c'était à ce moment-là, et 4 ans après, AIFM, c'est de 2012-2013, c'était au moment où, effectivement, on a lancé la Gamma, avec tous les acteurs qui faisaient un peu des club deals ou des choses non régulées, qui devenaient régulées. Donc, c'est vrai qu'on a eu aussi cette chance d'avoir effectivement un nombre d'acteurs assez significatif qui entraient sur le marché et qui devaient devenir société de gestion. Et donc, c'est vrai que nous, depuis la création d'Agama, on a toujours été leader en création de société de gestion. C'est-à-dire que, typiquement, l'an dernier, je crois qu'il s'est créé 25 ou 26 sociétés de gestion. On en a aidé 17 ou 18. Donc, on a plus de 60% de parts de marché et ça, c'est historique depuis la création d'Agama. Sur ces 12 ans d'entrepreneuriat, c'est quoi ton plus gros fail ? Je sais pas s'il y a des gros fails. Nous, on est ravis d'avoir développé des équipes, des moyens, des emplois. Après, est-ce qu'on aurait dû se diversifier ? Je pense que souvent, il y avait un avocat, malheureusement, qui est plus de ce monde et qui avait un rôle un peu un côté paternaliste avec 2 ou 3 autres anciens collègues de l'AMF et qui nous a dit les garçons, on lâche jamais les mains tant qu'on n'a pas les 2 pieds au sol. Mais de temps en temps, quand tu rentres en mission, il faut savoir se mettre en risque sur des sujets que tu maîtrises moins, pour aller développer des nouvelles parts de marché. Et c'est vrai qu'on a peut-être eu une approche parfois confortable en restant sur le domaine de la société de gestion, de la distribution. Et typiquement, on est moins venu sur les banques de financement et d'investissement ou certains acteurs sur lesquels il y avait des développements et des besoins. Mais c'est vrai que il y a des boîtes où on voit, alors c'est souvent des Big Four, où ils sont capables d'envoyer 3 personnes demain matin à temps plein pendant 1 an. Moi, je sais pas faire. J'ai un flux un peu tendu. Je suis reconnu comme une école de formation. Je me fais piquer mes équipes. Donc, on est heureux de la carrière qu'ils ont. Après, parfois, quand ils partent au bout de 18 mois en nous disant « je sais tout faire, j'ai bien fait le tour du job », non, il y a comme des choses à prendre et à faire. Donc, je sais pas si l'échec, c'est pas un échec, mais c'est de peut-être pas s'être orienté et peut-être en recrutant plutôt une équipe dédiée sur un segment d'activité pour ouvrir une nouvelle branche d'activité. Mais on a été quand même, avec une croissance à 2 chiffres quasiment tous les ans, on s'est pas ennuyé. Et justement, tes plus beaux succès, tes moments de grâce, de flow, si tu devais retenir 1 ou 2 étapes vraiment emblématiques de la société de gestion, enfin de la société de gestion, de votre métier. groupe, ouais. Bah, ce qui est super, c'est qu'on a créé aujourd'hui, en 12 ans, on a créé 60 emplois. Donc ça, c'est un grand succès. L'équipe, je pense que sans l'équipe, sans nos managers aujourd'hui, sans les consultants, on serait pas là aujourd'hui. Dire que tout repose sur les associés. Non, mais ça, c'est pas vrai, on sait. Hein. Et donc, l'équipe, c'est hyper important. Et non, un des gros succès, c'est qu'on a fait notre propre MBO il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et on a fait rentrer 18 collaborateurs à l'actionnariat.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire, j'allais venir là-dessus. En plus, tu les as vraiment associés à cette aventure entrepreneuriale. Oui. En faisant une décote sur le prix de démarrage, en faisant du crédit vendeur, donc on a financé certains, donc on les a accompagnés sur la durée. Et puis, je pense qu'eux, ils vont sortir dans quelques semaines pour attendre les 2 ans de détention par rapport à nos sujets de fiscalité. On est en France, je Bien rappelle. sûr. Et donc, je pense qu'ils vont être ravis, effectivement, des éléments. Et sur ces 18, 95% d'entre eux réinvestissent. La dernière personne qui n'a pas encore décidé de réinvestir, elle connaît les grands groupes, elle nous dit attendez, je veux voir comment ça se passe et je vous dirai. Ouais, mais c'est son choix. Tu sais, nous, dans les télécoms, je crois qu'il y avait 7-8 actionnaires associés dans Neo. Et sur certaines acquisitions qu'avaient fait Didier et Florian, tu as des actionnaires qui ont pris tout le cash, tu en as qui ont réinvesti dans le groupe. Ça, après, les gens ont des timings personnels, d'autres contraintes que tu n'as pas en tête et il faut respecter ça. Comment tu définirais l'ADN, la culture, un peu les valeurs de ce que vous avez mis en place? J'ai quand même l'impression que vous êtes des gros bosseurs, qu'il y a un tempo, enfin, tu vois, ça pulse chez vous, quoi. Alors, on essaie d'être très réactif, très dynamique. On est, comme je disais tout à l'heure, on se positionne comme partenaire. On est vraiment dans le sens du service au client. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas quand il n'y a pas de réponse au client, quand je suis copie de mail là, dans les 48 heures ou dans l'élément, il faut être réactif. Mais on a toujours prôné la qualité, mais dans un univers convivial. Et donc, c'est vrai qu'on a habitué nos équipes à avoir régulièrement des réunions d'équipe avec des moments conviviaux avec eux, le séminaire annuel qui était vraiment une institution, les soirées avec les alumni à Gamma, et ils sont 17-18 à revenir systématiquement. Ce sont nos premiers prescripteurs, ils nous confient des missions. Et donc, c'est des choses. Ça se fait par bouche à oreille, finalement, dans votre métier. Beaucoup. C'est-à-dire que nos clients sont des grands prescripteurs. On en a parlé sur des gens qui voulaient monter des fonds en disant tu leur en as parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Les cabinets d'avocats, les dépositaires, les commissaires aux comptes, évidemment. Donc, on travaille dans un écosystème où on se parle beaucoup, on se connaît bien. Et en fait, j'ai toujours considéré, avec mon associé, on a toujours considéré qu'un bon partenariat, c'est gagnant-gagnant et quand il y a un équilibre. Je vais t'aider un moment, tu vas renvoyer l'ascenseur inversement, mais sans contrepartie. C'est pas l'objectif, mais on est intelligent. T'as besoin d'une salle de réunion, je te prête une salle de réunion. T'as besoin que je te mette en relation avec telle personne parce que tu sais qu'il a fait tel deal. On peut discuter. Et encore une fois, c'est des moments. Moi, j'adore les projets entrepreneuriaux. J'investis maintenant que j'ai fait un peu de cash out à un moment avec le MBO. J'ai investi dans des boîtes non cotées. J'aime beaucoup ça. J'achète surtout pas des fonds régulés traditionnels cotés, etc. Parce que j'étais de l'autre côté de la barrière, je vois ce qu'il y a dedans et je vois les frais. Mais c'est vrai que les histoires entrepreneuriales, moi, m'amusent beaucoup. Là-dessus, donc tu parles de ce cash out sur le MBO et là, donc cet exit. On a tous toujours cette question qui brûle aux lèvres, alors combien, etc. Moi, sans aller jusque-là, et tu fais ce que tu veux, c'est une boîte par défaut qui n'est pas scalable, qui n'est pas tech. Donc, lorsque tu vends, je dis à tout le monde de couper son téléphone, mais moi, je ne le fais pas. Lorsque tu cèdes cette société à un grand groupe, comment se structure la négo? Parce que tu vends aussi un positionnement sur un marché, donc ça ne se vend pas une fois le chiffre d'affaires. Et je suppose qu'il n'y avait pas que EQIQ qui était candidat au rachat. Non, comment tu as géré tout ce process-là? En fait, ce qui est amusant, c'est que depuis 12 ans, on a été approché régulièrement, toutes les années et demie, avec des Big Four, avec des acteurs du risque qui voulaient élargir leur métier avec la compliance. Et il se trouve qu'en 2023, on a signé 2 NDA, on a reçu 2 LOI et qu'on a gentiment refusé à l'époque en disant on n'avait pas forcément une place entière, on avait une demi-fesse sur un strapontin, on se sentait pas à l'aise. Et il se trouve qu'on a rencontré le patron du groupe IQIQ, on l'a rencontré en fin d'année 2023. Et il nous dit dans la discussion, il dit, et c'est moi qui étais avec lui ce soir-là, il me dit, Louis-Grégoire, j'adore ce que vous faites. Moi, j'ai acheté de la compliance au UK, en Asie et aux États-Unis. On a ça dans le groupe. Écoutez, je bouge mon agenda, je viens vous voir demain matin et je viens te voir, Louis-Grégoire, avec ton associé et on parle 1 heure. Il est venu le lendemain matin et on a discuté, on a présenté notre approche. Et en fait, ce qui les intéressait, eux, surtout, dans ce sujet-là, c'est d'acheter le leader français de la conformité côté plutôt société d'histoire et monde de la distribution, mais avec aussi un outil technologique, notre outil Belt, qui commençait à être à voir. Alors, à l'époque, il n'y avait pas autant de clients qu'aujourd'hui, mais sur lequel ils voyaient bien qu'il y a un côté scalable sur le reste de l'Europe,
pour aller utiliser donc, l'outil. Intégrer ça. Ouais, et l'outil devient, je dirais, la promotion première, et après on rentre avec tous les services que l'on peut vendre grâce à l'outil. Donc il rachète pas que du chiffre, il rachète aussi ce côté innovation, cette techno, et du coup ça se valorise mieux. Ça se valorise mieux, et puis il achète aussi des centaines, voire milliers de jours prévendus en début d'année, donc il y a une récurrence. On a un business, il y a 70% de récurrents. Donc il achète aussi la récurrence, notre positionnement. Je pense qu'il achète aussi les hommes qu'il est en face, parce que je pense que c'est une histoire d'hommes, et c'est pour ça que dans les conditions du deal, c'était notre réinvestissement et le fait qu'on reste bien en place, et on a réinvesti 30%. Donc il y a un ensemble de choses. Évidemment, j'étais un peu comme toi, je pensais qu'à l'époque c'était une fois le chiffre d'affaires. En fait non, ils ont un fonds d'investissement au capital, ils raisonnent en EBITDA. Donc comme c'est tout un le monde. multiple d'EBITDA classique. C'est un multiple d'EBITDA avec des objectifs pour 2024, là on est en train de le travailler, pour 2025 effectivement, avec des éléments d'évolution de chiffre d'affaires et de marge sur EBITDA. Et donc pour donner juste un contexte aux gens qui nous écoutent, Agama sur 2024, c'est quel montant de chiffre d'affaires? C'est un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires. 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Et c'est des boîtes qui margent à quoi, 10-20%? Ouais, c'est ça on est dans ces eaux-là. Très clair. Merci de le partager en toute transparence. Quand tu te fais racheter par un mastodonte comme ça, qui fait combien lui de chiffre d'affaires? Alors lui, il fait 700 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Il a 750. Il y a un objectif d'atteindre le milliard. Je pense qu'il y a c'est un fonds d'investissement qui est au capital. Il y a un LBO en cours. Il y a des objectifs. Il y a des objectifs importants sur l'EBITDA. Donc il y a des volontés, et puis je pense qu'on a eu encore une discussion tout à l'heure avec toutes les patrons Europe qui étaient réunis. Donc tu représentes 1,42% de leur chiffre d'affaires, c'est ça? C'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup, mais l'idée c'est de croître et je pense que le groupe a un objectif effectivement de faire croître de manière significative son EBITDA dans un but de réaliser lui-même un LBO dans les 18-24 prochains mois. Après, on va arriver bientôt, on déménage dans 15 jours, on déménage dans leur bureau, on va être au quotidien avec les équipes, et là on en saura un peu plus. Là on a la vision un peu, ce qui est un peu public et ce que l'on sait. Mais c'est vrai que c'est motivant, parce qu'on rencontre les patrons opérationnels, on voit bien que on aura des supports. Nous, la vision qu'on avait aussi, c'est qu'on arrive à 60 personnes, on n'avait pas de DRH en interne, on n'avait pas de CFO en interne, on n'avait pas non plus de patron de la communication de marketing. Donc on s'est dit, est-ce qu'on reste seul? On peut rester seul, mais il faut investir dans des hommes plutôt de management avec des salaires élevés en France, chargés, ça chiffre vite. Sur l'outil Belt, on avait des besoins de développement pour aller chercher des développements sur le contrôle de premier niveau, sur des nouvelles catégories d'acteurs, tels que les acteurs MiCA, cryptoactifs qui vont arriver avec les agréments, développer le Luxembourg avec une approche qui est un peu différente de la France. Et donc, il fallait 2-3 développeurs. Et est-ce qu'on avait envie, la volonté de tout financer sur fonds propres? Et c'était le bon moment aussi, plutôt que d'investir, de rejoindre un groupe qui n'avait pas forcément nos métiers. Donc, on va être très, très complémentaires, puisqu'on va pas se marcher dessus. Il y a un peu de concurrence sur les activités au Luxembourg, mais je pense qu'au contraire, on va pouvoir utiliser notre savoir-faire, la qualité et la reconnaissance que nous avons créée en un peu plus de 10 ans pour aller promouvoir nos services auprès des clients du groupe IQIQ et inversement. Et je pense qu'on va pouvoir faire de présenter des choses. Alors c'est vrai que certains clients, il y a un peu de concurrence, et tous nos clients ont bien salué l'approche. Certains, effectivement, il y a un peu de concurrence, mais nous, notre métier, c'est de garder la confidentialité, effectivement, de limiter l'accès à nos données confidentielles, et évidemment, de garder le professionnalisme qu'on a toujours eu depuis la création d'Agama. Un conseil, on arrive à la fin de l'épisode, on essaie de garder des épisodes courts d'une 30aine de minutes. Un conseil que tu donnerais au jeune Louis Grégoire il y a une 12aine d'années, tu lui dirais quoi? De prime abord, le régulateur peut effrayer en disant je vais pas apprendre grand-chose, est-ce que ça va pas être trop l'administration, etc. Et en fait, non, parce que on découvre un univers dans lequel tu peux avoir vite la chance de voir des acteurs de la gestion traditionnelle, de l'immobilier, du private equity, mais dans le private equity, tous les segments, du venture, du growth, de l'infrastructure, des fonds de dette qui se développent de plus en plus. Donc, tu as un nombre très large d'activités. Et donc, si tu t'intéresses et que, je dirais, tu t'investis, tu peux avoir la chance de voir et de découvrir un univers assez large de sujets. Après, il faut savoir quitter le régulateur pour rebondir et utiliser ce savoir-faire. Moi, quand j'ai quitté l'AMF, plein de gens disaient « Ah, t'es à l'AMF, tu sais tout faire. » Non. Je sais bien lire la réglementation, je sais la comprendre, je sais décrypter ce que demande le régulateur, mais il y a des sujets, aller regarder la valorisation de certains actifs, c'est pas mon métier. Et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc je comprends les sujets, je sais comment mettre les process, les éléments en place, mais c'est intéressant de pouvoir rebondir avec cette culture et ce savoir-faire. Et c'est vrai que lire la réglementation qui est quand même abondante et qui ne cesse d'augmenter, tu vois tous les rapports que tu dois envoyer, ça devient un peu lourd.
Ouais, heureusement, entre le moment où on s'est rencontrés et aujourd'hui, ta société de gestion, elle grandit et puis tu peux structurer. Et nous, on a Laure qui nous aide beaucoup là-dessus et qui réalise avec vos équipes une partie de la compliance. Écoute, habituellement, il y a quand même pas mal de souscripteurs d'OVNI Capital dans nos contenus et nos podcasts que je prends le temps de remercier, parce que sans nos 200 LP et les 3 instits, notre activité à nous, elle n'existe pas. Et je pense que tu es un des premiers partenaires finalement qu'on met sur le podcast. Et donc j'en profite pour publiquement te remercier d'avoir fait ce pari. Effectivement, dans un dossier OVNI Capital, on porte bien notre nom, qui n'était pas forcément conventionnel, qui n'était pas tout à fait sûr d'atteindre son BP sur les 3 premières années, mais on l'a fait. Moi, je crois beaucoup à cette espèce de prophétie auto-réalisatrice, pour pas dire méthode Coué. Mais je sais que la réussite, elle passe par la confiance de gens qui rejoignent ton aventure, d'associés, de partenaires qui te font confiance. Je me souviens de ce commissaire aux comptes à qui je dis écoute, on est vraiment en budget serré et qui me dit écoute, sur les 3 premières années, dis-moi le budget que tu veux et ensuite on réajustera. Et donc la réussite d'OVNI, elle est aussi liée au fait d'avoir trouvé les bons partenaires. Donc bravo pour cette belle aventure entrepreneuriale. Je suis vraiment ravi. Ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on se dit qu'on doit tourner ce contenu. Oui, c'est vrai. Qu'on prenne le temps de le faire aujourd'hui. Ça a encore plus de saveur. J'espère que le livre de Marie Houtier, que je recommande à tout le monde, Exit, te plaira, aux éditions Plomb. Et j'ai hâte de lire le livre de Louis-Grégoire Logre, de l'AMF à Agama, et un grand groupe, IQ, qui réalise 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est une super success story et j'avais envie de la relayer à tous les gens qui nous écoutent. Merci Louis-Grégoire. Trop content d'avoir fait cet épisode. Et tu as bien mérité ta casquette OVNI parce que dans ce monde de la compliance, tu en es un, je te l'assure. Ouais, merci beaucoup. Et puis, merci encore de la confiance que vous nous faites à nous faire bosser. Et puis moi, j'étais ravi. J'adore les projets entrepreneuriat et je suis beaucoup tout ce qui est fait et les podcasts d'OVNI. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Encore merci. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Salut.